Nous sommes en 1966. L'Espagnol Fernando Sesma commence à recevoir d'étranges lettres provenant d'une entité émanant d'une planète appelée Humo. Sesma va recevoir 170 lettres contenant environ 1300 pages. Vers le milieu des années 70, le docteur Jean-Pierre Petit, physicien, chercheur au CNRS, commence à s'intéresser au phénomène Humo. Jean-Pierre Petit va découvrir que certaines de ces lettres contiennent des informations scientifiques que seuls des gens connaissant parfaitement la physique auraient pu rédiger. Jean-Pierre Petit va se lancer alors dans quelque chose de très surprenant. Il se met à étudier dans le détail certaines lettres humaines. Cette étude l'amènera à imaginer un nouveau modèle cosmologique qu'il appellera le modèle Janus. Jean-Pierre Petit va alors publier des dizaines d'articles et bouquins qui vont lui valoir la réprobation totale de ses pairs. Cependant, l'affaire Humo n'est pas si simple que cela, car lorsqu'on étudie de très près certaines lettres humides, on s'aperçoit qu'il y a de sérieux problèmes technologiques. Le véhicule à 8 pattes est digne de la série Guerre des étoiles, Star Wars. Dans la même véhicule futuriste, le descriptif accompagnant cette lettre nous renseigne sur la nature du moteur. Il s'agit d'un système utilisant de l'air comprimé, liquéfié, vaporisé, réchauffé et envoyé dans une tuyère, dans le but de réaliser la sustentation et le déplacement de l'engin. C'est une flagrante erreur, car il n'est pas nécessaire de liquéfier de l'air pour le détendre et ensuite l'envoyer dans une tuyère. Cela revient à utiliser 10 ou 20 fois plus d'énergie qu'il n'en faut, car quelques bars suffiraient pour obtenir le même effet. J'ignorais que les humides avaient le sens de l'humour, car, ainsi que vous pouvez le voir sur le schéma, le procédé de liquéfaction de l'air, c'est une vraie usine à gaz qu'il faut pour produire de l'air liquide. Il faut 3 compresseurs, 3 intercooleurs, un détendeur et un réservoir d'air liquide. Cette petite usine à gaz, avec ses moteurs et ses réservoirs, devrait peser quelques dizaines de tonnes. Je pense que la vraie divulgation technologique se trouve dans le générateur toroïdal d'énergie. Et là, ce n'est pas mon domaine, donc je suis incapable de commenter ce schéma. Le système énergétique comporte une chambre colloïdale qui transforme le gaz xénon à température de 1600 degrés et probablement dans une enceinte soumise à un très fort champ électromagnétique. Je ferai juste une remarque à propos du système de sustentation et de propulsion utilisé par l'engin. Le système est tout à fait instable parce que une simple tuyère ne peut assurer la stabilité horizontale de l'engin en même temps que sa propulsion. Souvenez-vous de la fameuse soucoupe volante Avro qui utilisait un gros ventilateur axial et 3 turbines totalisant 300 à 400 chevaux. Cette soucoupe avait des difficultés à se déplacer d'une manière parfaitement stable. Cela démontre bien l'aspect fantaisiste de la fiche technique de la lettre humide. Et comme vous le savez, de nos jours, les mini-drones disposent d'au moins 4 hélices leur permettant de voler normalement. Je terminerai par quelques remarques sur la fiche D69 relative aux soucoupes volantes humides.
Le concept de la double coque toroïdale me paraît tout à fait fantaisiste. De plus, l'utilisation d'un gel thixotropique est également problématique. En effet, pour liquéfier ce gel, il faut une forte agitation. Or, je n'ai pas vu d'agitateur dans le réservoir. De plus, il faut une pompe pour transférer le gel liquéfié dans la cabine de pilotage. Enfin, lorsqu'on n'a plus besoin de soumettre le pilote au gel isotropique, il convient de le reliquéfier et de l'évacuer. Or, je ne vois ni agitateur ni pompe pour cet effet. La position des passagers à l'horizontale dans la cabine toroïdale est également une vue d'esprit parce que imaginez une entrée atmosphérique au-dessus d'une Terre soumise à la gravitation. Que se passera-t-il à moins que l'engin ne se redresse sur la tranche? Cela me semble également relever de la plus pure fantaisie. Le générateur énergétique est également du type toroïdal, du même style que celui utilisé dans le véhicule terrestre. Pour conclure, je dirais que ces deux lettres mythes contiennent à la fois des informations scientifiques de niveau très élevé et puis de la désinformation avec des technologies absolument aberrantes. Pour plus ample information, je vous conseille de lire les livres du Dr Jean-Pierre Petit. On n'a pas fait mieux en matière de divulgation. Avant de clore ce sujet, je vais vous parler de l'observation que nous avions faite, mon épouse et moi, en 2007. C'était la fin de la journée, en automne, et mon épouse m'a appelé pour me dire « Richard, viens voir, il y a quelque chose dans le ciel ». Ce quelque chose, c'était un magnifique ovni, et j'ai eu le temps de prendre mon appareil de photo et de tirer quelques clichés. Malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe de filmer. L'objet, d'une taille apparente à celle de la Lune, devait être à moins de 1 km de ma fenêtre et certainement à 600 mètres au-dessus du sol. Il était sous le plafond nuageux. L'ovni silencieux resta une dizaine de minutes immobile. On ne peut pas le comparer à un hélicoptère, un avion, la Lune, Vénus, Saturne. C'est impossible. Il disparut brutalement en devenant de plus en plus petit et de plus en plus rouge.